Dans cette vidéo, nous allons découvrir le vol de banque considéré comme l'un des vols les plus ridicules et mal exécutés de l'histoire. Nous sommes le 12 mars 1998. David Gant, un Américain de Caroline du Nord, se trouve au tribunal devant un grand jury. Il vient d'être inculpé, lui et plusieurs autres personnes, dans une affaire qui a défrayé la chronique aux États-Unis au cours des derniers mois, créant par là un véritable feuilleton médiatique passionnant. Son crime ? Un vol de banque commis quelques mois plus tôt. La sentence risque d'être sévère pour lui, mais soudain David Gant n'entend plus rien. Les voix du jury semblent venir de loin, comme dans un rêve. L'accusé vient soudain de retourner en arrière, aux années qu'il a passées dans l'armée jusqu'au braquage de Loomis Fargo & Co., l'entreprise de déplacement d'argent où, il y a à peine quelques mois, il était encore superviseur de la chambre forte. Il se revoit alors dans cette même chambre forte, en train de dérober pas moins de 17 millions de dollars en espèces et partir avec dans un véhicule blindé. Qui aurait dit qu'il serait capable de commettre un tel acte? Et pourtant, tout est parti d'une simple blague entre collègues. David Gant est un homme sans histoire. Malgré ses années passées dans l'armée, cet ancien vétéran de la guerre du Golfe vit désormais comme un simple citoyen américain. Il réside dans la ville de Kings Mountain en Caroline du Nord, mais travaille à Charlotte, dans le bureau régional de la société Loomis Fargo & Co., une entreprise qui fournit des services de déplacement d'argent, manutention d'espèces, transport blindé et entretien de guichets automatiques. David s'applique bien dans son travail et réalise ses tâches comme il se doit, mais avec le temps, le travail s'avère routinier, monotone et d'un ennui mortel pour lui. Les jours, les mois et les années se succèdent, mais rien ne change pour cet homme qui continue à exécuter son travail à la lettre. Ses collègues et sa hiérarchie voient en lui l'employé modèle. En revanche, ce n'est guère flatteur pour cet ancien militaire qui devient de plus en plus taciturne dans son travail et de plus en plus frustré. Après avoir réalisé son travail ennuyeux pendant des années, David Gant se voit nommé à un nouveau poste. Il est désormais le superviseur de la chambre forte du bureau régional de Loomis Fargo & Co. de la ville de Charlotte. Malgré le prestige et le sentiment de fierté que lui procure cette nouvelle nomination et qui témoigne de la confiance que l'entreprise a en lui, l'ennui et la routine ne tardent pas à faire leur retour rapide dans sa vie. Ses heures de travail s'étalent jusqu'à 75 à 80 heures par semaine pour un salaire maigre. Il est payé 8,15 $ de l'heure, ce qui ne représente quasiment rien pour cet homme qui se voit souvent tenu loin de sa maison et de sa famille. Il n'est jamais là, il est tout le temps malheureux. David songe sérieusement à partir. Une femme réussit pourtant à le débarrasser de tous ces sentiments insupportables qu'il ressent tout au long de la journée. Cette femme s'appelle Kelly Campbell. Elle est également employée chez Loomis Fargo & Co. et comme David, elle se plaint elle aussi du travail. Leurs conditions de travail communes les rapprochent toutefois, un peu trop même. Les deux collègues deviennent de très bons amis. Ils bavardent pendant de longues minutes, quand ils ont l'occasion de le faire, prennent leur pause ensemble et plaisantent. Ils plaisantent à propos du travail et de leurs conditions, surtout. Mais un jour, la plaisanterie va au-delà des limites. Pour la première fois, David Gant vient de parler de voler l'entreprise. L'idée n'a pourtant pas traversé son esprit par pur hasard. Y avait-il déjà pensé par le passé sans qu'il ne s'en soit jamais rendu compte? L'idée était-elle ancrée dans son subconscient? Ce n'est pourtant qu'une plaisanterie innocente, mais David Gant est loin de se douter que cette blague fera parler de lui dans les mois et les années à venir. De retour à son poste de travail, il ne cesse d'y penser. Il y pense pendant qu'il travaille, en route lorsqu'il est de retour chez lui, pendant le dîner et au fil des jours qui suivent. L'idée a tout à coup pris des proportions sérieuses et elle ne cesse de grandir. Elle le démange. Elle devient obsédante aussi bien pour lui que pour Kelly Campbell qui a fini par quitter la société. Or, bien que la jeune femme ne soit plus employée chez Loomis Fargo & Co., elle est toujours amie avec David et surtout, elle n'a pas abandonné l'idée. David sait qu'il ne pourra jamais vraiment se débarrasser de l'idée de braquer Loomis Fargo & Co. Le temps passe, puis un beau jour, son ami Kelly le présente à un ancien camarade de classe qui était avec elle au lycée. Cet homme s'appelle Steven Chambers, et selon Kelly, il peut aider David à voler la chambre forte de Loomis Fargo & Co. en une nuit. Pour David, tout cela est trop beau pour être vrai. Cependant, après un petit moment de réflexion et repensant encore à sa misérable situation, il accepte. Le plan est désormais bel et bien là. Il ne peut plus reculer. Steven, Kelly et David échafaudent tous les trois un plan destiné à voler la chambre forte de la société. Or, même si les choses paraissent simples au début, elles s'avèrent quelque peu compliquées à faire pour David, car ce dernier doit exécuter seul le plan monté par lui et ses acolytes. En effet, il va devoir rester dans la chambre forte après le travail, puis sortir l'argent, autant d'argent qu'il peut prendre, et le charger dans une camionnette. Cela signifie alors qu'il doit commettre le vol seul avant de prendre la fuite pour le Mexique. L'opération comporte pas mal de risques pour lui car il peut attirer des soupçons à tout moment. De plus, il doit laisser tout l'argent sorti de la chambre forte chez Steven. Cela ne veut pas dire toutefois qu'il ne touchera pas sa part du gâteau. Bien au contraire, il a été prévu que Steven lui enverrait des sommes d'argent quand il serait au Mexique. Puis, quand les choses se calmeront, David pourrait rentrer aux États-Unis et partager le butin avec les autres co-conspirateurs. 4 octobre 1997. Le soir est tombé, la journée de travail est terminée, ou presque. Pour David Gant,
elle ne fait en fait que commencer. Après avoir pris soin de renvoyer un nouvel employé chez lui, David pénètre dans la chambre forte de Loomis Fargo & Co. Le plan a commencé. Néanmoins, il se retrouve devant une énorme quantité d'argent dont il avait sous-estimé le poids. Il se rend compte alors qu'il ne pourra pas transporter tout cet argent. Mais finalement, au bout d'une heure, il réussit à sortir 17,3 millions de dollars en espèces, dont la majeure partie est en billets de 20 $. Une somme qui n'est pas mal du tout. David place ensuite tout cet argent à l'arrière d'une fourgonnette blindée de l'entreprise. Ensuite, il se dirige vers le bureau du directeur où il dérobe les bandes d'enregistrement des 2 caméras de sécurité. Le travail est terminé, il ne lui reste plus qu'une seule chose à faire, se rendre à une imprimerie située au nord-ouest de la ville où l'attendent Stephen, Kelly et leurs autres complices dans leur voiture. L'argent est alors sorti de la fourgonnette de Loomis, Fargo & Co. pour être placé dans les véhicules privés des co-conspirateurs. David Gant, lui, a décidé de ne garder pour lui que la somme de 50 000 $, une somme avec laquelle il peut traverser la frontière sans avoir besoin d'une autorisation. Sans perdre une minute, il saute dans sa voiture direction le Mexique et plus précisément la péninsule du Yucatan où il arrive à l'île balnéaire populaire de Cozumel. À lui la belle vie. Mais au moment où il traverse la frontière, son vol est découvert. Lorsqu'ils arrivent le lendemain matin, les employés de Loomis Fargo & Co se rendent compte qu'ils ne peuvent pas ouvrir la voûte de la chambre forte. Que font-ils alors? Ils appellent la police, laquelle fait appel au FBI, qui découvre alors ce qui s'est passé. Le braquage est classé comme un vol de banque et comme pour n'importe quelle autre infraction, il faut bien sûr un suspect. Pour le FBI, il n'y a pas de doute, David Gant est le suspect numéro 1, vu que sa disparition est constatée dès le lendemain du braquage. Mais il y a aussi une autre preuve qui vient confirmer cette thèse. Le soir du braquage, David, dans sa hâte, a omis de retirer la bande d'une 3e caméra de surveillance. Ces images circulent donc toujours et les enquêteurs peuvent alors voir de leurs propres yeux ce qu'il a fait ce soir-là. Dans les images de la caméra de vidéosurveillance, on voit l'employé modèle de Loomis Fargo & Co. en train de commettre son braquage le plus naturellement possible. David est dans de beaux draps, et comme si toutes les preuves ne suffisaient pas, une autre vient s'ajouter, enfonçant de plus en plus David et ses co-conspirateurs dans le piège. En effet, 2 jours seulement après le vol, le FBI parvient à retrouver la camionnette blindée qui a servi au braquage avec les bandes des 2 caméras de sécurité ainsi que 3,3 millions de dollars d'argent liquide à l'intérieur. Pourquoi tout cet argent se trouvait encore là? Les complices de David avaient certainement eu beaucoup de mal à placer tout cet argent liquide dans leur voiture et ont préféré le laisser là, espérant peut-être revenir le chercher quelques temps plus tard. Tout devient alors facile pour les enquêteurs. Après cette découverte qui démontre l'inexpérience des braqueurs, en raison de leurs multiples erreurs et négligences, le FBI n'a plus de mal à trouver d'autres suspects dans cette affaire. Kelly Campbell est à son tour pointée du doigt étant donné qu'elle est une ancienne employée de Loomis Fargo & Co. Stephen Chambers, quant à lui, n'est pas soupçonné sur le champ, toutefois il s'avère être très dépensier. Lui et son épouse Michelle adoptent un nouveau style de vie pompeux, alors qu'il a été convenu avec les autres complices qu'ils doivent se montrer discrets en matière de dépenses, et ce pendant 1 an ou 2, le temps qu'on oublie un peu cette affaire de braquage. Mais le couple impatient a quitté son mobil-home pour s'installer dans un manoir. Il achète des voitures de luxe, des téléviseurs grand écran et bien d'autres objets que seuls les riches peuvent se procurer. Cette richesse soudaine interpelle le FBI. Aux achats extravagants que le couple fait parfois avec de l'argent comptant, s'ajoutent les dépôts en banque de sommes d'argent très importantes et en espèces qu'effectue Michelle Chambers. Si cette dernière dépose des petites sommes au début pour ne pas attirer les soupçons, elle finit par placer des sommes plus grandes, lassée probablement de devoir faire le dépôt à chaque fois. Ce détail n'échappe pas à la banque. Mais le plus ridicule dans toute cette histoire est que les bandes de Loomis Fargo & Co sont toujours collées sur les liasses de billets que Michelle dépose à la banque. Mais le FBI n'oublie pas pour autant le principal suspect. David Gant, de son côté, mène une vie de luxe au Mexique, du moins pendant un premier temps, car il se retrouve rapidement à court d'argent, après avoir dépensé les 50 000 $ qu'il a transportés avec lui. Lui qui a réalisé le plus gros de l'opération se retrouve très vite dans une situation délicate et loin d'être confortable, car la plus grosse partie de l'argent est restée entre les mains de Stephen Chambers. Ce dernier lui en envoie au compte-gouttes et à la demande. Pire encore, David est désormais visé par son acolyte qui prévoit de le liquider afin de s'emparer de l'argent restant. Les appels multiples entre Stephen et David, qu'il appelle régulièrement du Mexique pour lui réclamer de l'argent, jouent finalement contre ce dernier. David Gant est localisé par le FBI. 1er mars 1998, David Gant est arrêté au Mexique à Playa del Carmen, près de Cancun, par la police mexicaine. Le lendemain, c'est au tour de Kelly Campbell, Stephen et Michelle Chambers, ainsi que 4 autres personnes d'être arrêtées à Charlotte. Ainsi prend fin l'aventure de David Gant et de ses acolytes, qui se voient quelque temps plus tard inculpés pour vol bancaire et blanchiment d'argent. Même ceux qui ont contribué à déposer l'argent, dont des amis et certains membres de la famille, sont impliqués malgré eux dans cette affaire et accusés d'avoir indirectement commis un blanchiment d'argent. Au total, ce sont 24 personnes qui sont reconnues coupables. Tous les accusés plaident coupables, sauf un. La sentence est finalement prononcée.
David Gant est condamné à au moins 7 ans de prison et à une amende de 26 000 $. Stephen Chambers, lui, est condamné à 11 ans et 3 mois de prison. Hormis la somme de 2 millions de dollars qui n'a pas été retrouvée, plus de 88% de l'argent qui a été volé par Gant et ses acolytes ont pu être récupérés ou comptabilisés, selon le FBI. Novembre 2026, David Gant sort de prison. Il vient de purger sa peine et retrouve la liberté. Il trouve un travail comme ouvrier du bâtiment et mène une vie plutôt simple et modeste, loin de la vie de luxe qu'il menait au Mexique après son fameux braquage. Cependant, à sa sortie de prison, c'est un homme célèbre, tristement célèbre. L'histoire du braquage qu'il a commis avec l'aide de ses pairs ainsi que les multiples erreurs qui ont conduit à l'arrestation de tout le groupe a fortement inspiré les scénaristes ainsi que les producteurs de cinéma. Le film comique Masterminds, qui raconte l'histoire du braquage le plus stupide de l'histoire, sort en 2016 et parmi les invités de marque qui assistent à sa première, il y a un certain David Gant.